Hannibal Barca. Rien que ce nom, il suffisait à faire trembler Rome jusqu'à ses fondations. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de ce qui est sans aucun doute l'un des plus grands génies militaires de tous les temps. Hannibal ad portas, vous savez, cette phrase, elle est devenue bien plus qu'un simple avertissement à Rome. C'était carrément un proverbe. Pendant des générations, dès qu'une catastrophe arrivait, les Romains s'écriaient ça pour exprimer une peur panique, une urgence absolue. Ça donne une bonne idée de l'empreinte qu'il a laissée, hein. Il était devenu le croque-mitaine de Rome, le symbole du danger ultime. Pendant 15 ans, un seul homme, avec son génie militaire, a fait vaciller la superpuissance de l'époque. L'histoire d'Hannibal, c'est vraiment un David contre Goliath, mais à l'échelle des empires. D'un côté, un stratège hors pair. De l'autre, la machine de guerre romaine. Et l'enjeu, rien de moins que le contrôle de toute la Méditerranée pour les siècles à venir. Alors, la question c'est, comment un homme a-t-il pu devenir une menace pareille? D'où venait cette haine, cette détermination? Eh bien, pour ça, il faut revenir en arrière, très en arrière, jusqu'à son enfance. Tout part d'une promesse, une promesse qui va sceller son destin. Franchement, essayez d'imaginer la scène. Un gamin de 9 ans, il supplie son père, le grand général Hamilcar Barca, de l'emmener faire la guerre. Hamilcar accepte, mais il y a une condition. Devant un feu sacrificiel, le petit Hannibal doit jurer. Et quel serment! J'utiliserai le feu et l'acier pour arrêter le destin de Rome. C'est plus qu'une promesse d'enfant, c'est un pacte de sang. Toute sa vie, absolument toute sa vie, sera guidée par cet unique objectif, détruire Rome. Et avec un serment pareil, autant dire qu'Hannibal ne va pas rester les bras croisés. Il va monter un plan complètement fou, un truc que personne, mais alors personne, n'aurait cru possible. Il va porter la guerre chez les Romains, en Italie même. Et pas par la mer, non, par le chemin le plus dingue et le plus inattendu qui soit. Voilà son coup de génie. Rome, avec sa flotte super puissante, s'attend à une attaque par la mer, c'est logique. Mais Hannibal, lui, il prend tout le monde à contre-pied. Il va passer par la terre. Depuis l'Espagne, il traverse les Pyrénées puis les Alpes pour débarquer en Italie par le nord. Le plan est audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire. L'idée, c'est de créer la surprise la plus totale, de rallier les Gaulois hostiles à Rome en chemin et de frapper au cœur de l'Italie avant que les Romains aient eu le temps de dire « ouf ». Et regardez-moi cette armée, c'est colossal, 40 000 fantassins, 12 000 cavaliers, c'est une ville entière qui se met en mouvement. Mais le chemin est semé d'embûches, les Pyrénées d'abord, puis les tribus gauloises, pas vraiment amicales. Et le plat de résistance, les Alpes. Ah, et j'allais oublier l'arme secrète, le petit plus, 38 éléphants de guerre. Imaginez la tête des Romains, des tanks vivants, des monstres sortis de nulle part. C'est une arme de dissuasion psychologique massive. La traversée des Alpes, franchement, ça a dû être un enfer absolu. Il faut s'imaginer le tableau. Un froid glacial, des chemins de chèvre à flanc de montagne où le moindre faux pas est mortel, la faim, la neige qui n'arrête jamais de tomber. Et comme si ça ne suffisait pas, les tribus locales qui leur tentent des embuscades. Là, on n'est plus dans une manœuvre militaire, c'est une question de survie, pure et simple. Et le bilan de cette traversée est effroyable. Environ la moitié de son armée anéantie. Disparu dans les montagnes, et tout ça avant même d'avoir combattu un seul légionnaire romain. Le prix à payer est juste hallucinant. Mais pour Hannibal, obsédé par son serment, c'était un sacrifice nécessaire. Le jeu, comme on dit, en valait la chandelle. Ok, donc il arrive en Italie avec une armée décimée. On pourrait penser que c'est la fin, mais non. C'est là que le vrai spectacle commence. C'est là qu'Hannibal va pouvoir enfin lâcher les chevaux et montrer toute l'étendue de son génie tactique. Ce qui va suivre, c'est une véritable leçon, une série de claques monumentales pour la grande armée romaine. Premier exemple, le lac Trasimène. Là, Hannibal va utiliser le terrain et la psychologie comme personne. Il sait que le consul romain Flaminus est arrogant et impatient d'en découdre. Alors il lui tend un piège parfait. Il attire l'armée romaine dans un passage étroit, coincé entre le lac et les collines. Et quand les légions sont bien engagées, bam, ces troupes qui étaient cachées dévalent des hauteurs. C'est un carnage, la plus grande embuscade de l'histoire militaire, rien que ça. Une victoire totale, basée à 100% sur la ruse. Trasimène, ça a été un choc terrible pour Rome. Mais ce n'était que l'échauffement. Le plat principal arrive 1 an plus tard. Hannibal va signer son chef-d'œuvre absolu. Une bataille qui est encore étudiée aujourd'hui dans toutes les écoles de guerre du monde. Son nom, Cannes. Alors la tactique de Cannae, c'est du pur génie. C'est même diabolique. Hannibal aligne son armée en forme de croissant, avec le centre volontairement faible qui recule. Les Romains, beaucoup plus nombreux, voient ça et se disent « c'est gagné ». Ils chargent en plein milieu comme prévu. Grave erreur,
C'est un piège. Pendant qu'ils s'enfoncent, les ailes de l'armée d'Hannibal, bien plus solides, se rabattent sur leurs flancs. La cavalerie achève le travail en attaquant par derrière. La mâchoire se referme. L'armée romaine est complètement encerclée. Le bilan est apocalyptique. 70 000 Romains, tués ou capturés. C'est l'une des journées les plus sanglantes de toute l'histoire militaire. Pour se rendre compte, entre un quart et un tiers du Sénat romain a été anéanti ce jour-là. Imaginez le choc. La République n'est plus à genoux, elle est KO debout. Bon, après un désastre pareil, logiquement, Rome aurait dû tomber. La ville est à sa merci. Et pourtant, ça ne va pas se passer comme ça. Pourquoi ? La guerre va changer de visage. On entre dans une phase beaucoup plus lente, une guerre d'usure. Et c'est la grande question. La question à 1 million de sesterces, ce qui torture les historiens depuis 2000 ans. Pourquoi ? Pourquoi Hannibal, après Cannae, ne marche-t-il pas sur Rome pour lui donner le coup de grâce ? Il a la victoire au bout des doigts et il s'arrête. La réponse est compliquée et elle montre qu'aussi brillant soit-il, Hannibal n'est pas tout-puissant. D'abord, les Romains ne sont pas stupides. Ils ont compris la leçon. Ils savent qu'en bataille rangée, face à Hannibal, ils perdent à chaque fois. Alors, ils changent complètement de stratégie. C'est ce qu'on appelle la stratégie fabienne. L'idée est simple, on arrête les grands combats. Fini. À la place, on le harcèle, on attaque ses convois de ravitaillement, on lui pourrit la vie au quotidien. On l'épuise à petit feu. Et puis il y a un autre problème, majeur celui-là, le manque de soutien de Carthage. Pour prendre une ville comme Rome, il faut du matériel de siège lourd, des catapultes, des tours et des renforts. Hannibal n'arrête pas d'en demander. Mais à Carthage, ses ennemis politiques, menés par un certain Hannon le Grand, sont jaloux et lui mettent des bâtons dans les roues. Ils refusent de l'aider. Il se retrouve donc coincé, seul, en plein cœur de l'Italie. Alors pendant des années, la situation s'enlise. Hannibal est en Italie, il gagne des batailles, mais il ne peut pas gagner la guerre. Et pendant ce temps à Rome, une nouvelle génération de chefs militaires émerge. Et il y en a un en particulier qui a très bien étudié les leçons d'Hannibal. Son nom, Scipion. Et c'est lui qui va mener la contre-attaque. Le plan de Scipion est simple, mais c'est un coup de maître. Il se dit, on n'arrive pas à déloger Hannibal d'Italie ? Très bien, alors allons directement frapper Carthage chez elle. L'invasion romaine en Afrique du Nord change toute la donne. Hannibal est obligé de rentrer dardard pour défendre sa ville. Après 15 ans passés à terroriser l'Italie, le voilà forcé de combattre sur son propre sol. Les tables ont tourné. Tout est en place pour la confrontation finale. Et à Zama, pour la bataille finale, c'est le monde à l'envers. Hannibal, dont la supériorité a toujours reposé sur sa cavalerie, se retrouve cette fois en infériorité numérique de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que ses précieux alliés cavaliers, les Numides, ont changé de camp et combattent maintenant pour Scipion. C'est un coup dur. En face, Scipion a tout prévu. Il a même mis au point une tactique spéciale pour contrer les 80 éléphants de guerre d'Hannibal. L'élève est prêt à dépasser le maître. Zama, c'est la première et la seule grande défaite d'Hannibal. C'est la fin de la guerre et Carthage a perdu. Mais l'histoire de cet homme, elle, ne se résume pas à cette défaite. Son héritage, c'est quelque chose de bien plus grand, de bien plus nuancé que gagnant ou perdant. Il y a cette anecdote racontée par les historiens qui est juste incroyable. Après la guerre, Scipion et Hannibal se rencontrent. Et Scipion lui demande « Selon vous, qui est le plus grand général de tous les temps ?» Et la réponse d'Hannibal est un monument d'intelligence et d'orgueil. Il dit « Alexandre, puis Pyrrhus et ensuite moi-même. » Et il ajoute ce petit quelque chose « Et si je n'avais pas été vaincu par vous, je me serais placé avant Alexandre. » C'est génial, non ? Il se déclare 3e, mais en même temps, il dit à Scipion qu'il est si fort qu'il l'a fait chuter de la première place. Un respect immense entre deux géants. Et c'est ça tout le paradoxe d'Hannibal. On a d'un côté un génie absolu, un homme qui a littéralement réécrit les manuels de stratégie militaire, un homme qui a fait trembler la plus grande puissance de son temps pendant 15 ans, et de l'autre, un homme qui, au final, a perdu. Il n'a pas accompli le serment de son enfance. Alors comment le juger ? Est-ce le plus grand tacticien de tous les temps ou l'échec le plus spectaculaire de l'histoire ? La question reste ouverte, et c'est peut-être ça, son plus grand héritage.